Quand on détruit des haies, ce n'est pas seulement une question agricole, c'est aussi une question de milieu de vie, parce qu'on voit quelque chose de différent. Élisée Reclus nous explique bien qu'on voit le monde à partir du milieu dans lequel on vit. Il y a des très belles pages où il explique que la ville, tout autant d'ailleurs que l'agriculture moderne, alors on est à la fin du 19e siècle, mais enfin il a déjà cette vision-là, fabrique des âmes serviles. Disons la nature plus sauvage construit la liberté et le sentiment de liberté. Il dit d'ailleurs, il faut, pendant les grandes vacances, envoyer les enfants dans les forêts, dans les ruisseaux, parce que vous leur redonnez le goût de la liberté. Il associe une forme de réensauvagement naturel avec une question politique, d'autonomie en fait spirituelle, morale, par rapport au pouvoir. D'abord, les remembrements, je crois qu'il y en a eu depuis le XVIIIe siècle. Ils ont été particulièrement intensifiés à l'après-guerre, dans les années 60, 70. Ça consiste évidemment à procéder ou faire procéder à des échanges de parcelles, de sorte qu'on regroupe, on remembre les parcelles pour en constituer des espaces plus grands, plus homogènes. Donc, à première vue, plus productifs. Et comme on a regroupé des parcelles, donc quand chacun avait une petite parcelle dans un coin, dans un autre, maintenant on les regroupe, donc chacun a une surface plus homogène. Donc il va pouvoir la cultiver en faisant passer des machines aussi plus importantes, parce qu'il ne va pas plus être bloqué par justement tous ces petits chemins, toutes ces haies. Et donc la première chose qu'on fait sur ces surfaces, effectivement, on les arrase, donc on enlève les haies qui sont considérées désormais comme des obstacles, et on en fait les grands carrés de surface homogènes qu'on voit aujourd'hui un peu partout, surtout évidemment dans les territoires de plaine, un peu moins dans les territoires très vallonnés parce que c'est moins facile de faire passer des engins. Donc en fait, on a restructuré la terre et la propriété de la terre en fonction des machines. Et non pas l'inverse. On a pris la machine et on s'est dit, bon, maintenant la machine peut faire ça, donc on va casser la terre ou l'organisation foncière pour que la machine soit... parce que c'est elle le maître finalement. C'est la machine le maître et le reste s'arrange en fonction de ses besoins, de sa taille et de son énergie aussi. Voilà. Alors évidemment aujourd'hui, donc d'abord, il y a une question effectivement de répartition de la terre entre les paysans, puisque tout ça nous conduit à un monde avec très peu de paysans et des concentrations de fermes de plus en plus importantes. Et c'est une dynamique qui est toujours très actuelle, puisqu'il y a un grand nombre d'agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les prochaines années, et que donc on anticipe un phénomène de concentration qui s'accentue et qui donne lieu encore aujourd'hui à des abattements de haies assez impressionnants. Donc en fait, ce qu'on voit là n'est pas du tout obsolète, puisqu'aujourd'hui, on disparaissent encore tous les ans entre 25 000 et 30 000 kilomètres de haies tous les ans, contre 3 000 qui sont replantés par les bras d'associations, les subventions qui sont allouées à cet effet. Donc étrangement, alors que les mentalités, la culture ont maintenant à peu près unanimement considéré qu'il faut replanter des haies, qu'elles ont un impact écosystémique important, que même pour la fertilité des sols, pour l'élimination des pathogènes et tout ça, elles ont un rôle qui était non verbalisé à l'époque, mais qui est aujourd'hui établi par la science. Et ben, le mouvement de concentration et d'homogénéisation des surfaces se poursuit. Enfin, on est probablement sur la queue de comète de ce phénomène, mais c'est une queue de comète quand même toujours assez puissante et extrêmement nuisible à la transition souhaitable. Madame Battani, on est en train d'enlever les talus partout, on est obligé de les reconstruire ailleurs. Ah, on n'en fera plus. On laissera ça comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et vous croyez que c'est mauvais pour l'agriculture? Ah ben, c'est très mauvais pour l'agriculture. Premièrement, pour les bêtes. On a moins de lait quand il y a du vent. C'est un pays d'élevage ici. Oh oui, c'est un pays d'élevage. Et on a beaucoup moins de lait? Ah oui, et surtout qu'ici, ça souffle quand il y a la tempête. Les cyprès ont été mis ici, pourquoi? Les cyprès ont été mis pour abriter les toitures. Du vent qui vient de la mer? Oui. Oui, ce qu'elle dit est intéressant parce qu'on voit qu'elle a un savoir vernaculaire de l'utilité de la haie qui n'est pas quantifié, qui se verbalise difficilement, c'est pour abriter les bêtes du vent, et qui va probablement être totalement bousculé par le savoir technique, analytique qu'on va lui opposer en lui parlant de taux de productivité ou de que sais-je. Et c'est l'occasion de dire que ce savoir vernaculaire, il est aujourd'hui réhabilité en fait par la science contemporaine qui comprend pourquoi on avait laissé les rivières méandrer. Pourquoi tout ça avait un rôle, en fait. Un rôle qui était, en fait, empiriquement vérifié, génération après génération, parce qu'on corrigeait les erreurs de la suivante et on voyait qu'il y avait des choses qui marchaient, mais on ne pouvait pas forcément l'expliquer. Et le savoir technique a voulu tout expliquer. Et ce qui n'était pas explicable était condamné.
Et donc on voit vraiment, je pense, dessiner l'affrontement entre deux types de connaissances. La première n'étant pas du tout, ayant été méprisée par le savoir technique à très mauvais escient. En tout cas, je pense qu'on en revient aujourd'hui. Que la science fondamentale aujourd'hui... Oui, et deuxième chose, c'est que du coup, aujourd'hui, la science fondamentale s'oppose à la technique. Science et technique ont longtemps été de pair. Or, aujourd'hui, on voit que l'hydrologie, l'agronomie, dans leurs recherches fondamentales, proposent des solutions qui sont des solutions savantes, mais souvent peu techniques ou low-tech. Alors que la technique, elle, propose des solutions qui semblent évidentes, mais qui sont scientifiquement douteuses. Alors on plante ici des cyprès également en Bretagne puisqu'il n'y a plus de talus. Mais ces cyprès, est-ce qu'ils peuvent pousser? Ces cyprès ne peuvent pousser parce qu'ils sont brûlés par l'air marin. Le vent circule en ras de sol, les fauche, les brûle. Alors il faut les abriter derrière des pierres. Oui, c'est le seul qui me reste de 10 cyprès que j'ai plantés autour des bâtiments. J'en ai planté là, sur le talus. Derrière les machines agricoles là-bas? Derrière les machines agricoles. Et elles ont toutes été criées. Et il y a une solution à tout ça? Oui, c'est que le remembrement se fasse, que les lois du remembrement d'abord soient modifiées, parce que nous sommes sous le régime des lois de 1941. Nous sommes comme sous l'occupation allemande, où le remembrement se fait de façon autoritaire. Les cultivateurs sont minoritaires dans les commissions communales, et ils n'ont pratiquement rien à dire à la commission départementale. Et vous avez énormément de gens qui s'occupent de remembrement et qui n'y ont aucun intérêt. Je vais dire quelque chose d'un peu provocateur, mais que j'avais travaillé pour un essai déjà un peu lointain, là, il y a une dizaine d'années, qui est que l'État moderne a été, l'État normatif, a été le produit du régime de Vichy encore aujourd'hui. Le régime de la fonction publique, l'école du Riage, qui précède l'ENA. Bref, les grands cadres de l'organisation étatique moderne ne datent pas, comme on le lit souvent, des rois de France, ni de la Révolution française, mais de Vichy qui avait un projet de refondation de l'État, qui a été largement en fait laissé intouché après-guerre. La plupart des lois économiques et sociales de Vichy ont été maintenues. Et De Gaulle explique d'ailleurs dans ses mémoires qu'il trouvait que celles-ci étaient plutôt valable, enfin que d'un point de vue politique, économique et social, il n'était pas en désaccord avec cette manière d'organiser la société, qui est donc une manière très centralisatrice, très verticale, très normative, et c'est exactement ce qu'on nous explique là au sujet des cyprès et du sujet des talus. Et l'auteur qui analyse le mieux ça, c'est Paxton dans son livre sur Vichy, parce que Paxton est connu pour avoir dénoncé et prouvé le soutien de Vichy à l'extermination des Juifs. Mais toute la première partie du livre concerne en fait le projet presque ingénierial de Vichy. Et Paxton établit que c'est vraiment le début du régime des ingénieurs. Et que d'ailleurs, beaucoup des gens qui étaient ministres à cette époque venaient d'une cellule qui s'appelait X-Crise. C'est des polytechniciens des années 30 qui voulaient trouver une troisième voie entre le socialisme et le capitalisme, et qui, globalement, ont fondé l'idée de planification. Et toute l'industrie, tous les premiers ministres de l'industrie qui, évidemment, pendant la guerre, dans un contexte de pénurie, organisent la production industrielle de manière extrêmement cadrée, c'est les ministres de Vichy, Bichelon, je crois, si ma mémoire est bonne, qui sont des gens d'ailleurs que décrit Céline ensuite dans son livre sur Sigmaringen, et qui, selon Paxton, initient une tradition en fait de gouvernance ingénieriale qui correspond à un projet idéologique et qui se poursuit après-guerre. Et aujourd'hui encore, le pays est essentiellement gouverné par des gens qui ont fait des études d'administration ou d'ingénieurs, pas tellement des botanistes ou des agronomes.